Alors, je suis très contente d'ouvrir le bal ce soir. Et je vais parler de recrutement, donc comment recruter grâce à la data. Donc voilà, Pierre m'a déjà présenté, donc je suis Sylvia Bus, j'ai un petit peu changé depuis cette photo. Je suis Sales Account Executive chez Gochaba. Et Gochaba, c'est quoi? C'est une solution d'évaluation des soft skills qui se base sur les neurosciences, les jeux vidéo et la data. Et on aide des boîtes, des chefs d'entreprise, des RH à recruter de façon plus objective et plus rationnelle, donc grâce à ces éléments-là. Alors, je vais commencer par vous montrer donc la façon dont aujourd'hui on recrute. Ça se passe comment? Donc en fait, dans des process de candidature, vous avez tous toutes candidaté, recruté peut-être. En fait, on demande aux gens, aux candidats, de déclarer leurs compétences. Donc, en fait, on demande, voilà, quelles sont vos qualités, vos défauts, voilà, toi en tant que sales, qu'est-ce que tu mets en place, etc. Et donc, ce que vous voyez là, c'est l'exemple d'un test classique, d'un questionnaire de personnalité qu'on retrouve dans des process de recrutement. C'est aussi le cas pour le CV, pour LinkedIn. En fait, tous ces outils, aujourd'hui, qu'on utilise pour recruter, sont des outils déclaratifs. Donc, en fait, on va constamment demander aux personnes voilà, de déclarer leurs compétences. En fait, finalement, aujourd'hui, quand on est candidat, eh ben, on fait un peu du self-marketing. On doit savoir se mettre en avant et c'est comme ça qu'on peut décrocher des entretiens. Nous, on pense que cette façon de recruter, bon, elle est super, mais ça pose problème et ça introduit des biais. Et donc là, je vais vous parler voilà, de toute la partie irrationnelle, de tous les biais et les erreurs qu'on peut faire dans le recrutement dans un premier temps. Des biais, donc là, par exemple, dans cette situation, il y a un biais qui s'appelle le biais de désirabilité sociale. Parce que quand on vous pose une question, est-ce que vous préférez travailler en équipe ou travailler seul, bah forcément, vous comprenez, voilà, on veut un peu me challenger sur mon esprit d'équipe, est-ce que je sais travailler en équipe, et forcément, je vais pas dire, bah non, je préfère travailler seul. Donc, on va répondre une réponse qui arrange, qui va séduire, entre guillemets, le recruteur. Donc, c'est ça le biais de désirabilité sociale. Je vous montre un autre exemple de biais. C'est le biais de perception. Donc, c'est pas Superman, hein, mais c'est un peu cette illustration. Le biais de perception, c'est quoi? C'est certaines personnes qui ont beaucoup d'estime ou de confiance en leurs compétences vont savoir les mobiliser lors des process de recrutement, vont se survendre, vont avoir voilà, beaucoup de confiance en leurs compétences. À l'inverse, des personnes vont avoir beaucoup moins confiance en elles et vont se souvent dans des phases de recrutement. Alors forcément, c'est problématique parce qu'on voit ces écarts notamment entre les hommes et les femmes ou entre des groupes un peu plus minoritaires. Et par exemple, qu'on sait qu'aujourd'hui, quand une femme postule pour une offre d'emploi, elle regarde si elle a au moins 30% des compétences pour postuler. Un homme, ça sera plutôt 90%. Et on voit les mêmes différences dans la perception, dans la confiance qu'on a en soi dans les phases de recrutement parce que la plupart des inégalités salariales entre les hommes et les femmes se négocient dès la phase de recrutement. Donc ça montre bien qu'on peut avoir des biais justement dans la perception qu'on a de nous-mêmes. Alors j'ai parlé pas mal de biais. En fait, je parle de biais cognitifs. Alors je ne sais pas si certains sont familiers de ce terme de biais cognitif. Ouais. Ouais. Alors en gros, un biais cognitif, c'est qu'on doit prendre une décision, notre cerveau fait des raccourcis mentaux. Pourquoi? Parce qu'on a trop peu d'informations en tête pour prendre une décision d'une façon vraiment rationnelle. Et notre cerveau dit « non, vas-y, tu décides comme ça ». Et c'est des mécanismes en fait qui sont voilà, automatiques dans le cerveau. Par exemple, on est vendredi soir, on doit boucler un dossier. Voilà, j'ai pas tous les infos en tête, je suis fatiguée, j'ai mon dîner juste après, j'ai le pastis et tout. Donc voilà, je prends vite une décision. Et en fait, ces biais cognitifs vont toujours dans le même sens. J'ai parlé du biais de désirabilité sociale, du biais de perception. Il y a par exemple le biais de halo. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est par exemple quand une personne a une certaine caractéristique, on va lui en associer d'autres. Donc par exemple, on pense souvent que les gens beaux sont intelligents. Ou alors les gens de grande taille ou qui ont des épaules larges sont des leaders. Et d'ailleurs, il y a des stats qui montrent qu'aux États-Unis, des personnes de haute taille sont souvent mieux payées que les autres. Et je vous donne un dernier exemple de biais qui arrive dans des phases de recrutement, c'est le biais de projection. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est le fait que on pense que les valeurs, les opinions, nos goûts, etc. sont partagés par les gens autour de nous et les gens qui nous ressemblent. Et donc on se dit
moi j'ai fait telle école, donc cette personne qui a fait telle école elle est super. Moi j'adore le basket, tu fais du basket, bon bah ça doit être une personne très bien. Et donc bah forcément dans le recrutement ça écarte certaines personnes, des personnes qui font pas partie peut-être des modèles de réussite, etc. Et donc ça peut poser problème. Alors malheureusement ce biais n'explique pas à lui seul les inégalités sociales en général, sinon ce serait trop facile. Mais en tout cas, en prendre conscience, ça permet d'avoir de l'impact dans le recrutement, de sortir de ces biais-là. Du coup, moi, je vais vous parler de la façon dont on a créé cette solution qui allie neurosciences et data. Je vais vous parler un petit peu des jeux qu'on a mis en place. Je vais vous montrer des jeux. Et après, je vais vous parler de la partie data, donc comment on arrive à aider des boîtes à recruter d'une façon rationnelle et objective grâce à la data. Donc en fait, Goshaba, c'est une solution qui évalue les compétences qui sont réellement importantes pour le métier et non pas les biais, l'école, notre parcours, notre expérience, etc. Et c'est une boîte qui a été fondée par 3 personnes qui viennent donc de l'univers des neurosciences, des jeux vidéo et de la data. Donc Camille, Jamil et Mine. Et je vais m'attarder donc sur le profil de Camille Morvan, qui est docteur et chercheuse en neurosciences, qui a été enseignante chercheuse à Harvard pendant 10 ans avant de créer Goshaba avec ses associés. Et Camille, en fait, lorsqu'elle était chercheuse, elle a développé des outils de mesure comportementale. Alors, c'est quoi, en fait? C'est des protocoles, des tests, un peu comme dans les films, avec des gens en blouse blanche, on met des trucs sur le cerveau des gens, on voit un petit peu comment est-ce qu'ils interagissent. Et en fait, ces tests-là, qui sont très chiants et très longs, ils sont très puissants parce qu'ils permettent d'évaluer justement nos compétences cognitives. Comment est-ce que notre cerveau réagit quand on interagit avec des gens? Est-ce qu'on a des facilités à parler aux gens? Comment est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on est plutôt analytique? Est-ce qu'on est créatif? Donc tout ça, les neurosciences nous le disent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté tous ces protocoles qui existent pour de vrai en petits jeux. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, ce sont des petits jeux pour évaluer. Alors, je vais vous montrer du coup ce qu'on propose. Et peut-être vous allez pouvoir un petit peu participer. On ne va pas vous évaluer, mais en tout cas, vous allez participer. Alors, je vous montre un premier extrait de jeu. On voit le portrait de la Joconde un petit peu revisité. Et derrière ce portrait, vous allez voir, je vais lancer l'animation, on va voir des visages qui vont apparaître. Alors, ça fait pas peur, hein, je sais que c'est Halloween, mais ça va apparaître assez vite. Et en fait, vous allez voir, le but du jeu, c'est de deviner quelle émotion on pense voir sur le visage de ces personnes. Ça va aller assez vite. Vous allez voir, il y aura un bouton neutre, donc qui n'exprime aucune émotion, et un bouton colère à droite. Donc là, vous ne pourrez pas jouer, mais je vais lancer l'animation, et peut-être dans votre tête ou à vôtre, vous pourrez essayer de deviner. C'est un test réel qu'on propose, et en fait, c'est un test qui évalue la lecture des émotions. Alors, ça peut paraître un peu simple comme ça, bah oui, on voit le visage, content, pas content. Mais en fait, vous voyez, c'est un protocole en fait où les visages sont morphés, ça va assez vite. Et justement, c'est ni un jeu de rapidité, ni un jeu analytique. C'est un jeu qui demande en fait de dire intuitivement quelle émotion on pense voir. Et pourquoi c'est pertinent? Parce que quand on a des interactions sociales, au bar, à l'apéro, en visio, etc. Donc, je disais, on exprime tous et toutes des micro-émotions qu'on interagit avec les gens. Et certaines personnes ont une plus grande facilité que d'autres à très vite décerner « Oh, toi, tu vas pas bien », ou alors « T'es content », etc. Et aujourd'hui, ça, c'est pertinent pour plein de métiers. Quand on est sales, pour moi, c'est une compétence qui est super importante de très bien comprendre son prospect, son client, ou même qu'on est videur en boîte de nuit, c'est important de comprendre qu'il y a une interaction sociale qui est compliquée, qu'il faut savoir gérer. Et donc, aujourd'hui, on évalue ces compétences sur les personnes. Je vous montre un autre extrait d'un jeu qu'on propose. Donc, on est dans un autre décor. En fait, le but du jeu, c'est de sauver une tortue en l'amenant sur l'île qui est en face. Et en fait, c'est un jeu qui se répète en boucle pendant 5 minutes avec les obstacles qui changent de disposition, etc. Et ce jeu va évaluer notre esprit de collaboration. Donc, en fait, on est dans une situation où tout est paramétré par rapport à un protocole de neurosciences où on va voir, comment est-ce que vous vous comportez dans cette situation? Est-ce que vous allez faire en sorte de faire gagner l'équipe? Est-ce que vous allez faire plus d'efforts pour l'autre? Ou est-ce que vous le dites, moi je fais juste ma partie du chemin et puis l'autre il se démerde? Donc en fait, on va évaluer les gens sur un spectre large de collaboration qui va de je suis super perso à je suis ultra collaboratif et peut-être pas très efficace. Et on va pouvoir vous dire un petit peu où est-ce que vous vous situez.
Et forcément, la collaboration sur tous les métiers, aujourd'hui, c'est super important. Voilà, du coup, je vous montre rapidement tout ce qu'on mesure. Là, si on regarde au milieu, on retrouve donc la collaboration, la lecture des émotions. Donc, en fait, on évalue un spectre large de compétences qui sont aujourd'hui mobilisées dans tous les métiers, qu'on soit développeur, product manager, sales, marketeur, etc. On a toutes et tous, voilà, on développe des compétences pour travailler en équipe, pour avancer sur des projets. Et là où classiquement on va évaluer des choses plus de l'ordre de la logique, le QI, le raisonnement, etc. Nous, on va évaluer vraiment un spectre très large qui correspond en gros au fonctionnement de notre cerveau, des choses qui sont liées aux interactions sociales, à l'empathie qui est super importante, aussi notre façon de raisonner, mais aussi notre capacité d'apprentissage, d'adaptation, donc qui sont des choses voilà, super pertinentes. Et donc, maintenant, je vais venir au sujet de la data, parce que c'est la thématique de ce soir. Je vais vous montrer comment on a réussi, d'une façon objective, donc grâce à la data, à lier en fait des compétences cognitives à des métiers. Parce que là, je vous ai présenté rapidement, voilà, on évalue la collaboration, le raisonnement logique, etc. Mais en fait, de quelles compétences on a besoin pour tel métier, parce que forcément, qu'on est jardinier, sales ou qu'on est serveur, on mobilise pas les mêmes compétences, on n'a pas forcément besoin des mêmes choses. Et donc, du coup, pour ça, on fait parler la data. Et là, ce que je vous montre, c'est une analyse qu'on a faite avec un client à nous, donc une banque, qui recrute des conseillers clientèle. Et en fait, cette banque, avant qu'on travaille ensemble, recrutait des conseillers clientèle via des process classiques, donc sur CV. Elle se disait, voilà, on fait beaucoup de copier-coller de profils, c'est tout le temps les mêmes personnes, un peu, voilà, tous les biais que je vous montrais au début, c'est ce qu'ils faisaient. Et ils se sont dit, voilà, on veut diversifier, on veut recruter des gens différents, on veut, voilà, recruter sur les soft skills, mais du coup, comment on fait? Quelles sont les soft skills, les compétences qu'on recherche chez les conseillers clientèle? Du coup, ils nous ont dit, bon, gauche à bas, comment on fait? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a proposé de faire ce qu'on appelle, en gros, une cartographie des compétences. On a fait passer nos tests à des employés chez eux, donc des conseillers clientèle. On leur a demandé aussi de nous fournir, pour affiner la data, ce qu'on appelle des données de performance. En gros, est-ce que parmi ces conseillers clientèle, il y en a qui sont particulièrement bons, qui remplissent leurs objectifs, voilà, tout ce genre de choses, et d'autres non, pour pouvoir affiner cette analyse. Et du coup, on leur a fait passer nos tests et on a obtenu, grâce à la data et grâce à un système de machine learning qu'on a mis en place, on a pu détecter les compétences prédictives de réussite sur le poste de conseiller clientèle. Et donc, voilà, quand je vous dis conseiller clientèle, on pense à sa banque, on pense, je pense qu'on a tous et tous un compte en banque et on a déjà parlé à un conseiller en agence bancaire. On se dit, bah voilà, pour être conseiller clientèle, bon, je sais pas, faut être sympa parce que bon, c'est la relation client, pour renouveler, etc. Faut avoir de l'empathie, etc. Mais en fait, la data nous montre que c'est pas du tout ça qui est important. En tout cas, c'est ce qui est moins important. Et là, je vous montre donc les résultats d'analyse où en gros, on a fait ressortir 3 compétences qui sont vraiment les plus prédominantes chez les meilleurs conseillers clientèle. Et ces 3 compétences, c'est quoi? C'est la capacité d'analyse, l'organisation, planification et souplesse mentale, multitasking. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on est conseiller clientèle en banque, on gère plein de clients, plein de dossiers. Donc, on a voilà, plein de dossiers qu'il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir s'adapter d'un client à un autre. Donc, d'où la souplesse mentale, c'est de pouvoir s'adapter. Bah voilà, j'ai le dossier de Monsieur X et le dossier de Madame Y. Donc, je dois pouvoir voilà switcher de l'un à l'autre. Il y a aussi la capacité d'analyse parce que voilà, je dois en très peu de temps pouvoir analyser un dossier chez un client chez moi et donc vite déterminer voilà, ce qui ressort de ce dossier. Et enfin, tout ce qui est organisation, planification, forcément qu'on a plein de clients à gérer, il faut savoir prioriser, s'organiser, planifier. Et donc voilà comment on a réussi, donc grâce à ce système de cartographie des compétences, de faire parler la data, parce que avant, peut-être qu'on peut se dire sur l'ensemble des compétences qu'on mesure, on va reproduire des biais peut-être algorithmiques en se disant voilà, aujourd'hui vous proposez de mesurer la collaboration, l'empathie, etc. Du coup, c'est ça que je vais regarder. Mais nous, on a mis en place un système de data qui va vraiment détecter les compétences les plus importantes et d'une façon objective. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on aide les entreprises à recruter d'une façon rationnelle et objective grâce à la data. Merci.